Réponse aux questions. Alors, question 12 en 2017. Parmi les propositions suivantes, une seule ne fait pas partie de la théorie de Darwin. L'environnement joue un rôle déterminant dans le façonnage des espèces. C'est la sélection naturelle par la nature, l'environnement. La sélection naturelle sélectionne les individus les plus aptes. Oui, parmi la diversité dans la population, seuls les plus compétitifs vont mieux se reproduire. Toutes les modifications d'ADN sont responsables de la diversification des espèces. Nous, on sait ça, qu'il faut des mutations pour qu'il y ait différents allèles, mais Darwin, ADN, il ne connaissait pas. Donc, faire partie de la théorie de Darwin, il faut que Darwin ait accès à ces infos. Et l'ADN n'était pas quelque chose qui était connu en 1859. Et la dernière, toutes les espèces sont issues d'un ancêtre commun. C'est la théorie qu'il a énoncée et qui a fait beaucoup de soucis à l'époque. Donc, qu'est-ce qui ne fait pas partie? Donc, il fallait trouver quelque chose de négatif, c'est la C. Alors, les questions d'adaptation, j'adore. Alors, la transformation d'un individu au cours de sa vie pour répondre à une pression de sélection. Donc, si un individu se transforme vous avez ici une intention, un but. La bio n'a pas de but. La bio, c'est un petit peu au petit bonheur la chance, aléatoire. Et puis après, il y a une sélection. Mais il n'y a jamais c'est jamais un but. Donc, c'est pas pour répondre à une pression de sélection. Ça se fait par hasard. Une caractéristique d'une population sélectionnée par l'environnement pour l'avantage conféré. Ici, j'aime bien le fait que ça soit sélectionné par l'environnement. Je ne mettrai pas pour, je mettrai à cause, mais là, c'est plus un abus de langage. C'est parce qu'il y a cet avantage que c'est sélectionné ou c'est pour, c'est moins une intention ici. Par contre, les deux autres sont à nouveau. Donc, la transformation d'un individu au cours de sa vie pour répondre à un besoin, que ce soit une pression de sélection ou un besoin, c'est le même souci. Dans ces phrases, il y a vraiment une intention. C'est pas comme ça que ça se passe. Et on vous dit que l'adaptation est la dérive génétique subie aléatoirement par les êtres vivants d'une population. Le problème dans cette proposition, c'est l'aléatoire. Ce qui est aléatoire, c'est la création des différents allèles, les mutations. Mais la dérive génétique, la sélection de certains... l'adaptation, c'est vraiment quelque chose qui est dirigé quand même. Même s'il n'y a pas de... c'est pas aléatoire. Ça va vers une adaptation. C'est la sélection naturelle, c'est pas aléatoire. La dérive génétique est aléatoire. Vous pouvez le voir dans la vidéo, mais si l'adaptation, dans la théorie. Donc, c'est pas aléatoire, l'adaptation. Donc, la meilleure, on est adapté quand dans l'environnement, ça a apporté un avantage. C'est l'environnement qui a fait que on est mieux adapté. Ouais, c'est un peu ça. Alors, ceci, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Donc, on a des moustiques qui sont résistants. Certains moustiques, dans une espèce particulière, sont résistants. Et selon l'environnement, donc des régions non traitées ou des régions traitées, il y a des moustiques résistants qui prédominent. Donc, c'est une variation de la fréquence des allèles. C'est une micro-évolution. Donc, quand on a une seule espèce avec des fréquences différentes, ça, c'est micro-évolution. Hélas, ils ne vous proposent pas ça. Par contre, ils vous disent macro-évolution. Non, macro-évolution, c'est quand vous considérez différentes espèces, quand vous remontez plus haut, en fait, quand vous êtes plus dans les genres ou dans les familles, c'est plus haut. C'est après la spéciation. Donc, il faut qu'il y ait 2 espèces, ou même plus, pour une macro-évolution. Il faut regarder de plus haut, en fait, plus de choses. Alors, le créationnisme, c'est tout le monde arrive une seule fois pour toutes, c'est pas ça non plus. La théorie de Lamarck, c'est parce qu'il y a ces insecticides, les moustiques s'entraînent à arrêter de respirer peut-être pendant un temps de plus en plus important. Donc ça, c'est vraiment une intention, un entraînement qui fait qu'on a de nouvelles choses. Donc ça, c'est périmé. Donc celle qui permet d'expliquer, c'est la sélection. Alors vous allez me dire, c'est pas tellement naturel un insecticide, mais ça fait quand même partie de l'environnement et oui, c'est pas tellement naturel, mais on appelle ça quand même comme ça. Donc c'est à cause de l'environnement, même si c'est les humains qui le changent. C'est la C. Alors, des oiseaux du genre pachychevreux, qui occupaient tout le sud du continent australien avant le réchauffement, se scindent en 2 populations qui vont occuper des régions différentes. Donc ça, c'est l'allotrope. Ouais,
ou je sais pas, c'est avec un halo. Hein. Il n'y a plus de contact entre les groupes pendant le Pléistocène, donc ça c'est il y a longtemps, donc depuis les choses ont pu changer. Le climat se refroidit et il se retrouve. Bon, j'imagine qu'il y avait une grande zone de glace où ça ne savait pas venir, mais maintenant ils reviennent et les groupes ne sont plus interféconds. Donc à partir du moment où, et on vous parle bien d'un genre, hein, et on ne vous donne pas les deuxièmes petits mots qui définissent l'espèce. Donc ici, vous avez bien si les deux groupes sont interféconds, c'est les deux espèces. On va appeler ça, et donc quand vous fabriquez deux espèces, c'est une spéciation. La marque, il faut de l'intention. Macroévolution, il faut considérer l'évolution de plus haut. Ici, on a vraiment une création d'espèces. On ne dit pas que plusieurs espèces évoluent vers des choses plus grandes. Et créationnisme, c'est pas d'évolution, c'est tout est pareil. Alors, un caractère qui n'est pas présent à l'extérieur d'un groupe. Ouh là là. Donc, on a, on va dire, un groupe. Le caractère qui n'est pas présent, donc ici, il est présent. Et je vous ai dit quand un groupe a un caractère qui est partagé à l'ancêtre commun et à tous ses descendants, c'est le fameux caractère dérivé. Et si vous êtes en dehors de ce groupe qui a ce nouveau caractère, vous avez un caractère qui est d'avant, ancestral. Yum. Et donc commun, ça s'apparente, ça se dit pour un ancêtre commun. Dérivé, c'est le nouveau, donc ça c'est dans un groupe particulier, et récent, c'est une autre façon de le dire quelque part. Donc si vous n'êtes pas présent à l'intérieur du groupe, vous êtes en dehors, vous n'êtes pas avec la nouveauté. Alors, les vertébrés sont des cordés. Donc un cordé, ça a une lame cartilagineuse, il n'y a pas que les vertébrés qui sont dans les cordés. Les cnidaires, si je me rappelle bien, c'est les trucs ronds, c'est les méduses. Pensez à cercle. Pas seulement les adémones. Les échinodermes, vous avez des épines sur le dos, donc ça c'est les étoiles de mer et les oursins. Les mollusques, vous êtes mous, avec une carapace ou pas, donc pieuvres, escargots, moules et compagnie. Après, un argument embryologique en faveur de l'évolution. Alors ici, on pourrait se dire qu'on parle de tous les êtres vivants. Bon, c'est un gros piège. Parce que, est-ce que tous les êtres vivants ont des embryons? Si vous êtes un prokaryote, une bactérie, vous ne faites pas d'embryons. Donc ça, c'était vraiment piégeant. Après, tous les vertébrés partagent des caractéristiques embryonnaires communes. On pourrait se dire que ce n'est pas assez grand. Mais déjà, quand on voit toute la série de gens qui font partie des vertébrés, alors c'est un sous-embranchement, les vertébrés, c'est déjà bien grand. Et c'est déjà plein de gens différents. Donc moi, je crois que c'est celui-là. Mais on va voir. Hein. Donc chez les vertébrés, des structures embryonnaires communes donnent naissance à des structures postnatales communes, pas toujours. Donc on va avoir des choses qui vont évoluer à partir des branchies, par exemple. Ça va donner les osselets chez l'homme et les branchies chez les poissons. Donc les structures postnatales ne sont pas communes. Ça peut évoluer, ça peut donner des choses différentes. Alors chez les animaux, les ailes se développent à partir de structures embryonnaires identiques. Attention que les animaux, là-dedans vous avez les insectes et vous avez les mammifères ou les vertébrés, hein, on peut y aller. Voilà, et là vous allez avoir des ailes de libellule et là vous allez avoir des ailes de chauve-souris qui sont analogues et pas homologues. Ils ne se développent pas à partir de structures embryonnaires. Et d'ailleurs, les insectes, ils n'ont pas d'embryon. Hein. Donc faites attention de bien placer votre argument embryologique chez les gens qui ont des embryons. C'est surtout ça ici. Et se dire que ça évolue différemment. Donc c'est la B. Alors, on peut se dire que le caractère 3, on ne va pas le regarder, parce qu'il ne différencie personne. Ce qu'on remarque, c'est que le A et le C, ils ont les mêmes. Donc A avec C. On voit aussi que les B et les E sont aussi les mêmes. Et puis vous avez le D, qui est plus proche D, proche de A et C. Voilà, alors si vous avez B avec E, si vous avez A avec C et D proche de A et C, c'est l'arbre 1. Si vous avez B avec E, ça c'est top, mais vous n'avez pas C avec A, là il y a un souci. B avec E, c'est top. A avec C, c'est pas top.
Voilà, donc les erreurs sont là. Ici, c'est E avec B qui n'est pas là. Donc regardez vraiment les gens qui sont avec des caractères dérivés communs. Et donc ils doivent être sur la même branche. Donc ils ont un ancêtre hypothétique, un ancêtre commun qui a eu ces deux caractères dérivés qui sont présents chez eux et pas chez les autres. Alors les causes de la microévolution. Donc microévolution, c'est une population qui a des fréquences d'allèles qui varient. Alors qu'est-ce qui peut faire varier la fréquence d'allèles? La dérive génétique, donc ça c'est un truc où il y a d'un coup un étranglement quand il y a beaucoup de problèmes, hein, genre des incendies, des machins comme ça, ou des colonisations de peu de gens, donc ça c'est la dérive génétique. Alors l'adaptation au milieu, attention qu'on vous demande une cause. C'est pas parce que vous êtes adapté au milieu que vous allez faire de nouvelles espèces. C'est plus une conséquence. Vous allez vous retrouver adapté au milieu parce que de nouvelles espèces apparaissent. Donc la dérive génétique, on a dit ok. La sélection naturelle, oui, c'est parce que certains sont plus compétitifs que la fréquence d'allèle va changer. Donc pas l'adaptation au milieu, pas l'adaptation au milieu. Voilà, le B. Alors, n'est pas homologue. Donc l'aile de la chauve-souris, elle a un os, deux os et des doigts. La patte avant du cheval, elle est homologue. On cherche quelqu'un qui n'est pas homologue. La libellule, elle n'a pas d'embryon. C'est pas formé de la même façon. Le bras de l'homme, c'est homologue. Donc celui qui n'est pas homologue, c'est l'aile de la libellule. Quel est le seul organisme qui peut être qualifié de métazoaire? Si vous savez qu'un métazoaire est quelqu'un qui a plusieurs cellules immobiles, il y a un truc de zoo ici, c'est un animal. Alors qui est un animal? Un koala. Le baobab est un végétal. La levure est un... C'est déjà une cellule eucaryote, un champignon, et Streptococcus, c'est une bactérie. La dernière, la sélection naturelle, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle peut favoriser l'apparition de nouveaux allèles? Non, ça c'est les mutations, c'est aléatoire, ça c'est si vous commencez à mettre du nucléaire ou des agents mutagènes, hein, ça vous allez favoriser l'apparition de nouveaux allèles. Est-ce qu'elle permet aux organismes de se complexifier? Non. Non, c'est de nouveau les mutations, cette fois-ci des gènes OX qui vont faire que les organismes vivants vont se développer vraiment différemment. Elle favorise les mêmes traits indépendamment de l'environnement. Non, c'est l'environnement qui va faire des traits différents. Elle favorise l'adaptation des populations à leur environnement. Oui, si vous êtes adapté, la population va devenir quelque chose de plus adapté puisque seulement les aptes vont être sélectionnés. Voilà, j'arrive enfin au terme de ce chapitre de l'évolution, c'était long et lent. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, partager et de soutenir financièrement si vous voulez devenir un VIP de Chimie Média. Bon courage pour la suite.